nous voilà lancés pour la deuxième partie de cette vidéo, et je peux vous dire qu'on a du boulot. Le cas de la prélogie Star Wars est très intéressant, car Anakin Skywalker avait déjà été mentionné dans la trilogie originale comme un personnage autrefois bon qui a sombré du côté obscur. Ce qui fait qu'il y avait forcément une origin story à raconter quelque part. Mais la façon dont elle a été racontée n'a pas forcément convaincu tout le monde. Revenons donc sur cette prélogie. On va essayer de zapper la menace fantôme et les mini-chloriens, et se concentrer sur la suite. On peut juste citer ce point intéressant, Anakin est né esclave. C'est quelque chose qui ajoute de la profondeur au personnage, mais on va prétendre que le reste du film n'a jamais eu lieu. Surtout Jar Jar. Je te hais. C'est vraiment dans l'attaque des clones que l'origin story de notre asthmatique préféré commence. C'est là qu'apparaît la première excuse freudienne, la mort de Shmi Skywalker, mère d'Anakin, qui le pousse ensuite à massacrer toute une tribu d'hommes des sables, enfants compris. Ce qui n'est apparemment pas un tue-l'amour pour Padmé, vu que c'est à ce moment-là qu'elle commence à se rapprocher de lui. C'est glauque. Surtout quand on voit le stalker qu'Anakin est tout le long du film. Ce qui prouve encore une fois que c'est très difficile d'écrire un personnage féminin réaliste pour des auteurs masculins. Bah les filles, elles aiment pas les gentils garçons. Elles préfèrent les connards, de toute façon, alors que moi je suis gentil, hein, puis elles veulent pas de moi. Salope. La deuxième partie de l'origin story continue dans la revanche des Sith. Pas à pas, on voit Anakin s'écarter de plus en plus du code des Jedi. Notamment quand il tue un Count Dooku désarmé sur l'assistance de Palpatine. C'est là qu'on a notre espoir de rédemption quand Padmé annonce à Anakin qu'elle est enceinte. À ce moment du film, il est encore possible pour Anakin de revenir du côté de la lumière. Mais la trilogie originale ayant déjà condamné son personnage, on sait qu'il va faire de la merde. Et il en fait en massacrant tous les jeunes padawans du temple Jedi. Il a vraiment un truc contre les gosses, Anakin, là, quand même. Cet instant, c'est le point de non-retour. À partir de là, tout va de pire en pire pour Anakin. Il massacre les leaders séparatistes sur Mustafar, étrangle sa femme, ce qui causera sa mort, puis il affronte son meilleur ami et mentor, Obi-Wan, ce qui causera finalement sa perte, le transformant en homme-tronc carbonisé. C'est ensuite que la transformation sera physique, avec son emprisonnement dans l'armure de Dark Vador. Et la tristement célèbre scène du... C'est vrai que ça fait bizarre de voir Dark Vador faire ça. Je vous pose alors cette question. Est-ce que l'origin story est réussie ou ratée? C'est là que je vais passer en mode subjectif et donner mon avis. Tu me dégoûtes. Pour moi, et après avoir revu les films une dizaine de fois, l'origin story est une réussite, malgré le jeu d'acteur d'Hayden Christensen. Qu'est-ce que tu fais? Arrête. Arrête! Beaucoup reprochent à l'histoire d'amour entre Anakin et Padmé de sortir de nulle part, qu'il n'y a aucune alchimie entre les personnages ou les acteurs. Et c'est encore plus frustrant de voir Anakin sombrer dans le côté obscur pour une femme avec qui il ne va pas du tout. Mais justement, c'est là que je pense qu'il faut une seconde lecture. La relation entre Padmé et Anakin est au cœur de l'origin story. Mais l'erreur à ne pas faire, c'est de considérer que leur amour est sincère. Même si la musique de John Williams est vachement romantique. Au contraire, ce qui la rend intéressante, c'est qu'on peut sentir qu'au fond, Padmé n'aime pas vraiment Anakin. Leur relation est autant forcée à l'écran que dans l'histoire. Anakin tombe amoureux de Padmé alors qu'il a 10 ans et ils partagent à peine quelques scènes ensemble dans la menace fantôme. Pourtant 10 années plus tard, on dirait que sa vie tourne entièrement autour de Padmé alors qu'il a vécu plein d'aventures avec Obi-Wan à travers toute la galaxie. Est-ce que vous voyez le gros feu rouge qui hurle obsession? Non mais sérieusement, vous avez vu ce regard? Au début de l'attaque des clones, Padmé semble terrifiée par le comportement d'Anakin. Et elle a raison, c'est seulement après avoir été forcée de passer du temps seule avec lui qu'elle finit par l'embrasser. Imaginez-vous être à sa place. À 13 ans, elle est élue reine, puis elle devient sénatrice. Elle passe une vie protégée et recluse. Elle n'a sans doute jamais eu l'occasion d'avoir une vraie relation avec qui que ce soit. Et soudain, ce type débarque, dit qu'il est fou d'elle. Et si vous oubliez son horrible queue de rat, il est plutôt pas mal. Alors il se passe ce qui se passe dans de nombreuses relations de la vraie vie. Elles cèdent plus par dépit et manque de choix qu'autre chose. Et c'est ce qu'on retrouve dans la revanche des Sith. Leur mariage est déjà brisé avant le film. Elle est recluse chez elle alors que son mari part en mission. Elle semble jaloux à l'idée même qu'elle puisse voir Obi-Wan. On y reviendra. Et là, bim, Padmé tombe enceinte. Miracle. Encore une fois, leur relation ne tient à rien et sans ça, ils se seraient sans doute séparés. C'est la force des choses qui les pousse à rester ensemble. Ou la force tout court. À côté de ça, Anakin est obsessif et possessif. Quand Padmé parle d'Obi-Wan, Anakin s'énerve, visiblement jaloux à la simple idée que sa femme puisse interagir avec un autre homme, son meilleur ami de surcroît. Il n'y a aucune confiance dans leur relation. Si Padmé passe la moitié du film enfermée dans son appartement, c'est sans doute parce qu'Anakin lui a interdit de sortir. Leur mariage a tous les signes d'une relation abusive. Et tout ça culmine dans l'acte final entre ces deux personnages. Anakin tue Padmé avec la technique qui deviendra le signe distinctif de Vador, l'étranglement de la force. Il faut essayer de comprendre qu'Anakin est un personnage fragile et effrayé, absolument pas sûr de lui, et surtout manipulé. Aucune de ses actions dans la revanche des Sith n'est autonome, jusqu'à la fin où ses propres actes mènent à sa destruction. Durant toute l'histoire, il se laisse manipuler par Palpatine, Dark Sidious, et on peut réellement voir dans le film des indices subtils qu'il n'est pas maître de ses actions, notamment dans cette minuscule scène où Anakin vient de tuer les leaders séparatistes. Alors qu'il attend ses nouveaux ordres, il se retrouve face à lui-même, face à ce qu'il vient de faire, et il pleure. Est-ce que c'est vraiment quelqu'un de mauvais que vous voyez là, ou juste un homme brisé? Ce même homme torturé qui finira par se sacrifier pour sauver son fils dans le retour du Jedi. Un enfant qui n'a jamais su aimer, ni être aimé. Et qui, après tant d'années à obéir aveuglement aux ordres, prend sa propre décision. Une décision qu'il prend par amour. Par amour paternel. Si on revient à la scène du...
Ce n'est pas Dark Vador, Seigneur Sith, qui crie. C'est Anakin, prisonnier de l'armure, qui réalise que toute sa vie vient de lui être arrachée. Prison métallique dont il ne sortira que quelques décennies plus tard. Pour mourir non pas en tant que Seigneur Sith, mais en tant qu'Anakin, le Jedi. C'est Anakin qui donne son titre au film. Le retour du Jedi. Je vous invite à aller voir à nouveau la prélogie, mais cette fois en pensant à Anakin en tant qu'homme perdu et influençable. Dans un mariage avec une femme qui n'est pas sûre de l'aimer. Et dites-moi ce que vous en pensez. Non vraiment, dans les commentaires, ça m'intéresse. Et dites-moi quelles origin story vous avez trouvé réussies, ratées ou mitigées. Merci de m'avoir suivi.